Madame Pell, on a besoin de nous. Madame Pell, on a besoin de nous. On a besoin de nous. On a besoin de nous. Devinez qui est là. Steve. Que vous êtes perspicace. Je n'entre qu'un instant, le temps de boire une coupe entre deux surprises parties. Que vous avez frappé à la bonne porte. Bonjour et bienvenue dans On a besoin de nous, le podcast français consacré à la série Chapeau melon et bottes de cuir, toujours animé par Eric. Bonjour, et puis par Antoine, bien entendu, comme d'habitude. Bonjour Eric, et aujourd'hui une petite histoire tendre pour commencer. On avait deux petits poussins, on les a mis dans une fusée, et quand on les a retrouvés, ils sont devenus trois petits poussins. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette fusée ? Alors aujourd'hui, on revient sur les New Avengers, les dernières saisons de Chapeau melon et bottes de cuir lors de son reboot en 1976. Une histoire qui est pas si connue, qui est pas si bien documentée, une série qui a un statut un peu particulier, moins aimée que la série originale globalement. Donc aujourd'hui, on va essayer de revenir un petit peu sur tout ça et notamment sur comment les Avengers se sont revenus 6 ans après l'arrêt de la série. Et Eric, tu vas nous expliquer comment ce sont les Français qui se sont mis à faire les Fossoyeurs. Comment les buveurs de Bordeaux sont venus s'en mêler avec les buveurs de Champagne. C'est grâce au champagne, en fait. En France, il y a un monsieur qui s'appelait Rodolphe Roffi, un producteur de publicité, qui a eu l'idée d'utiliser le couple John Steed et Tara King pour le champagne Laurent Perrier. Donc je vous disais, ma chère, que Laurent Perrier est un champagne qui... Vous attendiez du monde. On est en 1975, au milieu de l'année. Il apprend que la série est arrêtée depuis déjà 6 ans. Il est très surpris. En discutant avec Brian Clément, qui s'est occupé un petit peu de gérer tout ça, Rudolf Rofim, il lui dit, mais pourquoi vous recommencez pas? Mais on n'a pas les moyens. Il y a un problème de financement. Les Anglais ne veulent pas la financer complètement. Bon. Et en fait, quelques semaines plus tard, Rudolf Roffi a rappelé Clémence en lui disant quand pouvez-vous être prêt? Parce que moi, j'ai déjà, alors pas la somme complète, mais au moins la moitié du budget nécessaire. Il faut préciser qu'Albert Fesnel lui avait expliqué que pour relancer environ une grosse saison de 26-30 épisodes. Parce qu'il voulait partir sur 30 épisodes. Il fallait compter dans les 4 millions de livres, en fait. Voilà. Et il annonce qu'il a déjà réuni la moitié de la somme et qu'on peut commencer la production. C'est annoncé à la presse le 8 décembre 75. Ils vont lancer un casting. Ils cherchent une nouvelle fille et un personnage masculin. Ensuite, c'est la recherche de la fille qui va être très documentée, que ce soit en Angleterre ou en France. On verra souvent des articles. Ils sont en train de chercher la fille, donc généralement, on montre une ou deux concurrentes qu'on reverra jamais. Cette année 76, en l'espace de 3 mois, ils vont monter toute la production. Moi, je trouve que c'est assez remarquable la manière dont ils ont reconstruit totalement la série en quelques mois, alors qu'a priori, ils y pensaient pas trop, je crois pas. Non. À cette époque-là, c'était pas dans la tête de Clément FNL de relancer les Avengers. Clément, il était beaucoup plus tourné vers le cinéma à l'époque. Il avait fait un film pour la Hammer, il a écrit le Simbad, donc il n'était pas dans un retour à la série. Non, pas du tout. Alors évidemment, la première chose qu'ils vont faire, c'est on peut pas revenir sans Patrick Macnee, ça leur semble impossible. Oui. Donc première personne à contacter, Patrick Macnee, qui est un peu surpris mais qui est pas contre. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que Patrick Macnee n'habitait plus en Angleterre à l'époque. Il était il était déjà installé à Malibu à l'époque. Ça veut dire qu'il revenait en Angleterre, s'installer pour un certain temps, etc. Il va rapidement accepter, même s'il n'a jamais reçu de script. Il a toujours attendu un script pour pouvoir dire oui, mais il n'en a jamais eu. Il ne l'aura qu'à la veille du tournage. Bon, le casting est organisé. Pas mal de jeunes femmes vont le passer, même d'après John Lumley, toutes les actrices, y compris les plus âgées, passaient le casting et elle toujours pas, donc elle était un peu agacée. 200 actrices, je crois, sont passées le casting pour le rôle de Murday. Je ne sais pas si c'est un chiffre commercial ou pas, mais... Ça correspond déjà aux chiffres pour le casting de Linda Thorson. Il y avait déjà à peu près le même nombre de filles. C'est dégagé par photo, par dossier.
Ils ont des photos. D'ailleurs, on a des photos de Brian Clément en train de faire des sélections d'actrices où il a des centaines de photos à ses pieds avec plein de jeunes actrices. Après, pour les vrais tests filmés, on a bien fait réduire le truc et on arrive à beaucoup moins de concurrents, hein, parce que ça coûte très cher les essais Oui. filmés. Hein. Je crois qu'ils sont quatre pour les effets filmés. Il y a Gabriel Drake, Lewis Collins. Oui. À l'époque, c'est pas Purday, c'est Charlie, mais ça, on va en reparler aussi. Lewis Collins, qui est déjà Mike Gambit, et Joanna Lumley et Gareth Hunt, qui tournent tous les deux des tests le 25 février pour Gareth Hunt et Joanna Lumley. Donc, on peut imaginer que ceux de Gabriel Drake et Lewis Collins, c'est à peu près à la même période. Bon, je parlerai de Joanna Lumley en détail après, mais ils ont un coup de bol elle se retrouve face à Gareth Hunt parce que ça a tout de suite très bien fonctionné et que si elle s'était retrouvée face à Lewis Collins, ça n'aurait peut-être pas été le choix final en fait. Ouais. Ça marche ou ça marche pas. Donc chacun tombait sur un petit peu par hasard tel ou tel partenaire. Joanna Lumley, c'est drôle parce qu'elle nous a souvent raconté par la suite qu'elle avait eu beaucoup de mal à avoir ce casting et tout. Et un jour, un journaliste l'a raconté à Brian Clément qui était mort de rire en disant non mais c'est pas vrai du tout en fait qu'elle a eu autant de mal à passer le casting. Il a même avoué en fait je l'avais en tête dès le début. Mais peu importe, on va pas s'empêcher de faire défiler les 200 filles, les 200 comédiennes qui prétendent au rôle. Il avait pensé à elle parce qu'il la connaissait déjà. Elle avait eu un tout petit rôle dans le premier Dr. Phibes, Oui. tourné par Bob Frost, et sur lequel Brian Clément avait écrit en copain pour Robert Frost. Et donc il avait rencontré Joanna qui jouait une infirmière sur une scène qui sera finalement coupée, donc la cherchez pas dans Dr. Phibes, elle y est plus. Elle faisait beaucoup de télé à l'époque, elle avait déjà fait quelques films. En 75, elle est dans Coronation Street, qui est la série la plus populaire de Grande-Bretagne, mais bon, elle va y passer que 7 ou 8 épisodes. Tu peux nous dire peut-être quelques mots sur Gareth Hunt, qui est donc sélectionné au même moment qu'elle. Gareth Hunt, c'est quelqu'un qui, comme Diana Rigg, vient du théâtre, vient de la Royal Shakespeare Company. D'ailleurs, il est possible qu'il ait joué avec Diana Rigg dans La Nuit des Rois, s'il est tombé la même année qu'elle, ce qui est très probable. C'était probablement de la figuration. Et ensuite, il va faire quelques téléfilms, il va avoir quelques rôles dans Doctor Who, dans Cosmos 99, et surtout, il va avoir un rôle récurrent dans Maître et Valet, juste avant d'être sélectionné pour les New Avengers. Voilà, donc ces deux acteurs en devenir. Joanna, n'oublions pas, elle était avant tout mannequin. On va très vite les présenter à la presse. Oui, début mars, le 8 mars 76, à Dorchester Hotel. Tout ça est assez scénarisé, assez mis en scène. Et à cette époque-là, du coup, notre Avengers Girl, qui a eu bien du mal à trouver un nom, elle s'est appelée Charlie pendant un certain temps, elle devient Purdy. Ils ont abandonné le nom de Charlie assez tard, on sait pourquoi, c'est parce qu'il y avait un parfum de Revlon qui avait été lancé au même moment avec une future drôle de dame d'ailleurs en Égérie, qui était Shelley Hack. Et donc ils se sont dit non, on va pas faire de la publicité gratuite pour Revlon et en plus on risque d'avoir des soucis, donc ils ont dit il faut un autre nom. Et Joanna leur a suggéré Purdy, parce que c'est le fusil de chasse le plus beau et le plus cher qui existe au monde. Et donc, Brian Clément a tout de suite aimé cette idée du fusil de chasse. Elle a rajouté après que c'était aussi en hommage à sa copine mannequin des années 60, Sue Purdy, qui était aussi connue qu'elle à l'époque où elles étaient mannequins. Et donc on a la première Avengers Girl qui n'a pas de nom, qui n'a pas un nom et prénom. Purdy, c'est quoi? C'est un surnom, un diminutif, on sait pas trop. Et C'est pas un endroit pour vous, mademoiselle madame Juste Purdy. Purdy. Bon, il va y avoir des petits soucis dès le début avec Joanna, parce que comme on peut quand même le noter, lorsqu'elle est présentée, comme tu nous l'as dit, à l'hôtel Dorchester, elle a des cheveux longs, coiffée un petit peu à la Farrah Fawcett, qui est en train de devenir la drôle de dame que l'on sait. Et pourtant, c'est pas la Purdy qu'on aura plus tard, en fait. Là, il faudrait faire un petit point, je pense, sur les désirs de Brian Clements, oui. qui avait en tête réellement de lancer une Farrah Fawcett anglaise. Il faut comprendre par ça une fille aussi sexy que Farrah Fawcett, mais avec de la classe, quoi, en fait. Bon. Brian Clément et Aaron Spelling étaient copains, ils se connaissaient depuis longtemps. Aaron Spelling, c'était un des premiers fans américains des Avengers. Il avait lancé une série avec une héroïne féminine. Il voulait même Honor Blackman pour le rôle, mais il ne l'avait pas eu.
c'était Honey West. Et Honey West a été déboulonné par les Avengers quand la chaîne a décidé d'acheter la saison avec Diana Rigg. Brian Clément, il connaissait le projet Drôle de Dame, qui pour l'instant était un premier pilote, un téléfilm d'1 heure et demie. Alors moi, Charlie, je les ai sortis de ce cauchemar pour les engager. Et je ne le regrette pas, car ce sont vraiment de drôles de dames. Il y a cette obsession de Clément pour ce personnage, cette actrice, et essayer d'en faire la même chose. Et Joanna Lumley n'est pas tellement d'accord avec tout ça, je pense qu'elle est peut-être même pas au courant du tout, mais elle lui explique, mais mes cheveux, ça va pas aller, parce que c'est pas des cheveux de qualité, j'ai pas les cheveux de Diana Rigg, si on tourne beaucoup en extérieur, je vais être tout le temps mal coiffé, ça va être une horreur, ils vont friser, bon, elle va aller chez John Frieda, se faire couper les cheveux. Alors, il y a plusieurs versions. Il y en a qui disent qu'elle l'a fait sans prévenir. Je crois pas que ce soit vrai, c'est trop touchy, hein, franchement. Oui. Elle a prévenu Albert Fennell et Brian Clément qui lui ont dit, écoutez, vous le faites, mais si on n'est pas content, ben, vous allez jouer en perruque, hein, tout simplement. Et finalement, bon, ben, on sait comment ça s'est terminé. Le Purday Bob est devenu ultra populaire. Toutes les Anglaises se faisaient faire cette coupe de cheveux. Moi, personnellement, ce que j'en pense, c'est que je la préférais un peu avec ses cheveux longs à la Farrah Fawcett, mais je pense que ça lui a donné beaucoup d'allure, en fait, à Purday d'avoir cette coupe de cheveux. Et ça l'a aidé à créer son personnage, je pense, réellement, vraiment. Mais moi, tu connais ma théorie, hein. Tu sais qu'une bonne Avengers Girl, c'est un personnage réapproprié par une actrice. Donc, surtout que Purday, comme tu l'as dit, c'est un personnage qui s'est construit quand même assez rapidement, en même temps qu'ils étaient en train d'auditionner les différentes actrices. Donc, c'est bien que Joanna Lumley ait participé à forger l'histoire autour de ce personnage. Et d'ailleurs, je pense que pour réactualiser le look de Purday, il va y avoir une série de photos de presse en mai sur le tournage de Un chat parmi les pigeons, là, avec la tenue ouverte dans le dos, pour justement réactualiser un peu le look de nos trois agents. Oui, parce que Joanna Lumley quand même a eu cette idée après que toute la promotion ait été faite avec les cheveux longs. Ils avaient engagé Terry O'Neill, qui est un des plus grands photographes anglais du moment. Il travaillait sur tous les Bonds, pratiquement. Ils vont refaire toute la campagne avec les cheveux courts. Ça a dû un petit peu les agacer quand même, hein, oui. ce genre de détails, mais c'est le même photographe qui va refaire les mêmes poses, les mêmes attitudes, avec les jupes relevées sur les porte-jartelles. La petite culotte apparente quand même sur beaucoup de photos, c'était très nouveau. Il y avait une volonté de faire un personnage très très sexy avec Purday, vraiment. Pas oublier qu'un an avant, en 75, c'est le triomphe dans le monde entier du film Emmanuel. C'est un film érotique, bien sûr, mais je pense qu'il y a des sources d'inspiration entre Emmanuel et Farrah Fawcett plus Blue Jean Basket. Elle est présentée comme une playmate de Playboy, en fait, très clairement, Purday. Vous aurez bientôt fini vos jeux de collégiens. Oh, ne me regardez pas comme ça. Je vous ai jeté hors du lit, mais pas dedans. Mais cette fois-ci, ils ne sont plus à Elstree, ils sont à Pinewood. Et oui. Pinewood qui est bien connu parce que c'est le studio où sont tournés les James Bond. Ils voulaient aller à Elstree au départ, mais Elstree n'était pas disponible, donc pas le choix. Ils vont échouer à Pinewood, ce qui n'est pas un gros problème. C'est pas très très loin d'ailleurs. Hein. Est-ce que c'est pas parce qu'il y a Star Wars au même moment à Elstree, je ne sais plus. Le cher Lucas est en train de tout bloquer pour construire ses vaisseaux sur tous les plateaux. Le tournage donc commence fin mars et il va commencer très rapidement en extérieur. Il y a quelques scènes à Pinewood, mais très très vite ils vont prendre un petit avion pour aller à Alien Dunham Castle, un château écossais du XIIIe siècle qui se trouve sur une petite île. En fait, là, ils reproduisent la formule de la saison 4 parce que dès le début de la saison 4, Fennell et Clements se disent on va aller tourner dans un château en Écosse, donc ils parlent du fantôme du château d'Ef. Et là, je pense qu'ils ont voulu assurer le coup avec le premier épisode. Et c'est quelque chose qu'on va vérifier sur l'ensemble de la série des New Avengers. Il y a beaucoup de partis pris un peu risqués de transposer la série dans les années 70, alors qu'elle avait des codes quand même très ancrés dans les années 60. Et en fait, pour chaque prise de risque, ils vont aussi faire un pas de sécurité. Et je pense que le repère de l'aigle, il est hyper sécurisant par le choix de ce château écossais, par le retour de Peter Cushing, la reprise des moines qui cachent quelque chose, c'est quand même un thème très Avengeresque. C'est l'intrigue de Voyage sans retour. Dès ce premier épisode, tu noteras que si on lance d'abord le trio New Avengers tout de suite, on commence avec Steed, puis
il appelle Gambit et Gambit va chercher Purday. Mais après, on va retrouver Purday qui travaille avec Steed, en fait, et qui vont former un duo. Et Gambit va être mis un peu sur le côté, ce qui va pas être le cas dans toute la saison, hein, pas du tout même. C'était effectivement, comme tu dis, plus sécurisant, je pense. Et les prises de risque vont arriver tout de suite sur les 2 épisodes qui suivent, puisqu'on a du coup le baiser de Midas et le château de cartes qui eux vont être beaucoup plus neufs. Dans le baiser de Midas, on voit arriver une nouvelle formule qui n'existait pas dans les Avengers, c'est la poursuite en voiture. La poursuite en voiture qui est ancrée dans ce milieu des années 70 aux États-Unis. Toutes les séries se terminent par une poursuite en voiture. Les drôles de dames n'y couperont pas, mais elles ont été précédées déjà par 2 héros que tu es en train de découvrir en ce moment, je crois. Oui, en fait, je l'ai fait pour préparer ce podcast. J'avais jamais regardé donc Starkey et Hutch, qui est donc une série américaine où 2 détectives dans leur belle voiture rouge parcourent les rues à la recherche de la justice. Et effectivement, il y a beaucoup de reprises de Starkey et Hutch dans le style de poursuite des New Avengers, notamment dans le baiser de Midas. Moi, j'y vois quand même une parodie de la part de Clemens et du reste de l'équipe, avec ce Cageot d'orange là qui est percuté sur le pare-brise, ces loopings qu'ils font en dessous d'un pont, etc. Moi, je pense que c'est un peu une façon de se moquer de Starkey et Hutch. Je vais vous faire une confidence. Ce bijou marche du tonnerre. Confidence pour confidence, je crois que vous avez raison. Mais bien sûr que j'ai raison. Tenez, regardez comme elle tient dans les virages. Mais en tout cas, ils sont très marqués par cette imagerie. D'ailleurs, la dernière image du générique de Starkey et Hutch, c'est une voiture qui explose et qui du coup s'enflamme. Je vous pose la question, quelle est la dernière image du générique des New Avengers? Eh bien, c'est encore une fois une voiture qui explose et qui s'enflamme. Donc, il y a quand même ce bruit du crissement de pneus qui est dans la tête de Brian Clemens et qui se dit, on va faire quelque chose. Très clairement, très clairement. Et moi, je crois pas que ce soit pour se moquer ou peut-être l'air de rien. Enfin, ça donne une très bonne scène parce que Purday est en train de peler l'orange et de la donner à manger à Gambit, c'est absolument délicieux. Moi, je crois qu'il était vraiment obsédé par Starsky et Hutch et les drôles de dames parce que c'était une évidence en fait. D'ailleurs, par rapport aux drôles de dames, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est que avant d'avoir ce générique culte, le premier générique de drôles de dames, c'était Charlie qui appelait chacune des filles au téléphone et chacune des filles répondait, disait oui Charlie, je suis prête à travailler. Tenez-le. Allô? Charlie, mon ange, c'est l'heure de se mettre au travail. Et donc, comment commencent les New Avengers avec le repère de l'aigle? Steed qui appelle ses agents, Gambit. Gambit. Steed, je voudrais Purday. Ah, moi aussi. Elle ne répond pas au téléphone. Et comme vous habitez à côté de chez elle... Et ensuite, il appelle Purday. Et Purday, elle, c'est pas une drôle de dame. Elle a débranché son téléphone et elle roupille. Donc, elle viendra que si elle veut. Oh, je suis désolé, vous aurais-je réveillé? Le devoir vous appelait. Et vous n'aviez pas raccroché. Là, il y a vraiment un gros clin d'œil aux drôles de dames parce que n'oublie pas le premier nom du personnage, elle s'appelait Charlie et ça vient pas de nulle part en fait. Et effectivement, il avait dû voir en projection privée le pilote et ça a dû l'amuser de commencer lui aussi l'épisode comme ça. Je crois qu'il devait surtout se poser vraiment la question comment intégrer les Avengers dans cette décennie qui avait énormément changé en 6 ans. En fait. Oui. Pour nous en France, ça va être mai 68, mais ailleurs c'est le Summer of Love de 67. La fin des années 60 ont bouleversé le monde et on est vraiment dans une autre époque. Alors, ils ont à cœur de vouloir s'insérer dans cette époque. Il y avait l'idée aussi qu'ils voulaient faire une série un peu avant-gardiste et ils précisaient dans certains dossiers de presse, et ça a été même repris dans certaines coupures de presse, que la série se situait au début des années 80. Ah, je savais pas. C'était un truc très très surprenant. Ils sont un peu en avance sur leur temps. On est déjà au début des années 80. Bon. Avec le recul, pas tant que ça. Non, pas trop. Mais oui, c'est une vraie question, parce que comme le cœur de The Avengers, c'est tradition et modernité, un dialogue entre 2 personnages issus de 2 temps différents, une question sur le présent, c'est sûr que la question de la contemporanéité se posait, et là, il fallait tout revoir. Il fallait revoir le montage, il fallait revoir la direction artistique, les scénarios, le ton,
des épisodes et également la musique. Je pense qu'on peut souligner dès à présent que Laurie Johnson, qui a été associée au projet dès le lancement de cette nouvelle série, a fait un travail sur la musique qui est complètement renouvelé pour cette nouvelle saison. Il n'y a aucun thème qui revient pour les New Avengers et il y a une recherche de la musique électronique ou de la musique plus romantique. Ou même carrément de la musique pop. En fait, il y a beaucoup de guitares électriques utilisées. Oui. C'est un petit peu comme font les Américains. Les musiques d'action, de course-poursuite sont beaucoup plus rythmées qu'elles ne l'étaient par le passé. Tu parlais de Laurie Johnson, c'est très important parce que bon, Albert Fennell et Brian Clement lui demandent à Laurie Johnson de s'associer à eux pour former The Avengers entreprise, qui va durer très longtemps d'ailleurs, qui vont conserver cette société afin de protéger leurs droits tous les trois. De la même manière, il faut dire aussi comment ça se passe en France parce qu'on avait deux sociétés qui ont fusionné pour produire, financer la série puisque les Anglais sont les producteurs exécutifs, bien sûr. Rodolphe Roffy, de son côté, avait TV Productions. Et IDTV, qui, elle, existait depuis 1967, il me semble. Oui, IDTV. Alors, IDTV veut dire clairement ce que ça veut dire, c'est des idées pour la télé. Et IDTV qui était dirigé par Yvon-Marie Coulet. Les fans vont reconnaître ce nom parce qu'Yvon-Marie Coulet, on va le retrouver en saison 2, Yvon-Marie Coulet, puisqu'il va même réaliser un épisode. Voilà. Un double épisode. Unique dans la série. On en parlera donc plus tard. Des deux côtés de la Manche, c'est des genres d'associations, mais c'est important de préciser que Laurie Johnson est vraiment coproducteur des New Avengers avec Albert Fennell et Brian Clement. Les circonstances du retour des Avengers ont également placé Brian Clement dans une position un peu particulière, qui fait qu'il va être un peu le chef d'orchestre du côté écriture de cette nouvelle série, et il va en assurer la majorité des scripts, ce qui est assez inédit. Quand même, sur les saisons précédentes, il assurait maximum 5, 6, 7 scripts par saison. Là, il va quand même écrire 16 des 26 épisodes des New Avengers. Il y a aussi le fait qu'il n'a personne au-dessus de lui pour critiquer ses scripts parce que la chaîne n'a pas repris ce rôle qu'elle avait par le passé. C'est vrai que c'est le bébé de Brian Clement. C'est probablement la série où il a eu le plus gros contrôle puisque c'est lui qui a choisi la fille, seul maître à bord par rapport à l'écriture. Voilà, c'est probablement la saison qui lui ressemble le plus en fait. Oui, absolument. Mais c'est vrai que cette position un peu particulière, on va voir, aura aussi ses mauvais côtés sur la série. D'autres saisons de The Avengers profitaient quand même de cette dimension collégiale des scripts. Roger Marshall ne revient pas sur cette nouvelle série. Tony Williamson envoie un script, mais il est recalé. Philippe Levine est mort à cette époque-là. Il y a juste Denis Spooner qui va vraiment écrire pas mal de scripts également, ainsi que Terence Philly, avec qui il avait écrit la pièce de théâtre en 1971. On peut penser que c'est trop, en fait, que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu plus de scénaristes et peut-être plus de diversification. Après, il y avait des choix qui étaient très gonflés. Bon, on a déjà bien évoqué le fait d'essayer de se glisser entre les gros succès américains du moment, mais il y a aussi une direction que moi j'aime beaucoup personnellement, d'espionnage assez sombre, assez John le Carré. La Russie va être beaucoup plus présente dans les scripts, mais ça je pense que c'est la dimension aussi culture cinéma de Brian Clements qui lui est très attaché au film noir. D'ailleurs, ça va être une série un peu cinéphile parce que pour la première fois, on va avoir les personnages Purday et Gambit qui font des rêves de cinéma. À Sierra Madre dans Le baiser de Midas, à Casablanca dans Un chat parmi les pigeons. Un très beau gars qu'on n'a pas trouvé. Le trésor de la Sierra Madre. Beaucoup de gens pensent que Walter Huston l'a dirigé. C'était John.
Et puis il faut qu'on parle aussi de l'évolution du personnage de Steed, parce qu'il n'est pas question de retrouver Steed à Londres. Le personnage a évolué, de même que Patrick Macnee a pris quelques années dans la vue. Et je pense que c'est une des autres très bonnes idées sur les New Avengers, c'est d'avoir fait un peu évoluer le personnage de Steed et son statut au sein des services secrets anglais. Absolument, parce que là, il prend très très vite, hein, tout de suite, il prend vraiment de la bouteille. Bon, déjà, ils nous l'ont installé dans une somptueuse demeure dans la banlieue de Londres. Hein. On comprend qu'on n'est pas très loin de Londres, mais c'est la campagne. Il a ses chevaux, il a toutes ses voitures dans son garage. Bon, tout ça arrive petit à petit. Hein. Dans les premiers épisodes, on voit que l'intérieur, donc on ne sait pas encore que c'est une grande maison. Il y a des épisodes très clairement pour attraper un rat, mais peut-être même avant, où on réalise que son statut d'agent secret a réellement évolué. Personne ne peut lui marcher sur les pieds. Il tutoie les ministres. Monsieur, j'en appelle à vous comme responsable chargé de la sécurité de l'État. Vous avez sûrement quelques pouvoirs sur ce type. John Steed vous a-t-il marché sur les pieds? En fait, personne ne semble avoir de pouvoir sur lui, et d'ailleurs, on veut souvent le détruire ou le faire passer pour traître. C'est devenu une entité, John Steed, en fait. Ça, je trouve, c'est une très belle idée. Peut-être une bonne occasion de parler à ce moment-là de pourquoi n'a-t-il pas eu l'idée de faire revenir quelques Avengers Girls. Il en avait promis une au début du lancement de la série. Il avait Diana Rigante, je pense qu'elle a tout simplement refusé. Quitte à faire évoluer Steed à ce point-là, ça aurait été intéressant de nous montrer ce qu'est devenu Tara. Et même Honor Blackman aurait pu faire un comeback. Évidemment, on a le même regret tous les deux, et on n'est pas les seuls, je pense. C'est que Ian Hendry, qui joue le héros de Pour attraper un rat, ne joue pas le Dr. Kill, tout simplement, en fait. Voilà. Ça va être une série qui va être quand même beaucoup plus nostalgique que les précédentes. Il y a quand même beaucoup de mystères qui reviennent du passé. Donc il y a quand même ce poids du passé qui est beaucoup plus important. Et donc, étant donné qu'il y a cette logique par rapport au temps qui a été parcouru depuis 1961, ça aurait été effectivement adapté d'avoir des retours. Alors des retours d'acteurs, on en a, mais on n'a pas beaucoup de retours de personnages. C'est un problème qu'on a aussi, par exemple, sur le dernier des Cybernautes, ça on en reparlera dans notre ASD, l'absence de continuité avec le non-retour de Benson pour cet ingénieur cybernaute, c'est un peu gênant aussi. Et en fait, quitte à être dans une série un peu plus tournée vers son passé, évidemment qu'on aurait voulu revoir des têtes connues, et à commencer par nos Avengers Girls. Je pense qu'elles auraient accepté, Blackman et Thorson, de faire un guest starring, expliquer leur personnage aujourd'hui. Ça aurait été très amusant, ça aurait pu être l'occasion de scènes très, très sympathiques. Bon, ça m'étonne qu'il n'y ait pas pensé, parce que finalement, il y a quand même le souvenir, comme tu nous le disais, on est tout le temps en train d'évoquer le passé. Dans le château de cartes, il y a la fabuleuse scène des pouliches, il y a les dossiers, dans plusieurs épisodes, on voit passer les noms de Katie, Emma, Tara dans les dossiers que fouille Purday ou Gambit. On se demande pourquoi ça va pas plus loin, quoi, quelquefois. J'oubliais de mentionner Madame Emma Pell. Elle et Steed avaient déjà rencontré les cybernautes avant. 2 fois. Ils ont même failli y rester. Avant de s'attaquer à la diffusion, je voulais également dire un mot sur le générique, parce que les génériques sont toujours assez emblématiques chez Chapeau Melon. C'est pas quelque chose d'anodin. En réalité, il y a eu un gros problème en fait autour de la réalisation de ce générique. Comme d'habitude, en studio, les acteurs qui posent dans des poses d'action ou dans des poses d'élégance, de plus sexy, etc. Et ils ont eu cette idée d'utiliser les ordinateurs pour générer le logo, mais également les silhouettes qui se transforment petit à petit à l'image un peu d'un dessin animé. Donc c'était un générique ambitieux, très moderne, qui malheureusement n'a pas été livré à temps. Et donc, ils se sont trouvés un petit peu embêtés sur le montage des premiers épisodes, et ils se sont dit, en fait, on va suivre la mode de l'époque, que ce soit Starkey Hutch, que ce soit Charlie et ses drôles de dames, mais c'était déjà ce que faisait Mission Impossible, par exemple. Ils vont reprendre un stock shot des images des 3-4 premiers épisodes qui sont déjà tournés, et ils vont constituer comme ça un générique d'images un peu rapide qui donne une identité à la série. On peut aussi parler, vu qu'on est sur le montage, de cette idée que le générique interrompt l'introduction et n'est plus placé en début. Et puis cette idée de faire quasiment disparaître les tags, qui étaient les petites séquences accolées en fin d'épisode. Il y a quelques épisodes dans lesquels on retrouve ça, mais ils sont peu nombreux, sinon la plupart du temps, l'épisode se termine dans le feu de l'action, un peu comme les Cathy Gale. Ça, c'est un peu regrettable, parce qu'en fait,
On ne sait pas trop pourquoi, parce qu'ils en ont fait quelques-uns, des tags. On en aura un dans Le Monstre des égouts, par exemple. Oui, il y a un rat blanc aussi qui en a un. Mais bon, c'est vraiment dommage qu'il ne l'ait pas fait plus souvent, parce que souvent, effectivement, on termine sur le combat final, et c'est un peu abrupt, même s'il y a toujours une vanne, évidemment, un truc, mais c'est très série américaine, ça aussi. Hein. C'est genre, tout s'est terminé, puis tout le monde rigole, en fait. Il y a le tag du repère de l'aigle, qui est d'ailleurs encore une référence cinématographique au pont de la rivière Kwai. C'était l'exemple qu'ils auraient dû suivre tout le temps. On ne sait pas trop pourquoi Midas en a pas, ou parce qu'ils avaient un problème de timing, j'en sais rien. Alors il faut savoir, on peut peut-être en parler maintenant, que les New Avengers, contrairement à la série originale qui a été bien étudiée par Dave Rogers, on sait pratiquement au jour le jour ce qui se passe à Elstree sur le tournage, les New Avengers c'est un peu le flou artistique. Hein. On a très très peu de documentation, on a beaucoup de choses du côté de la presse, mais en interne, les archives, on ne sait pas tellement où elles se trouvent, on ne sait pas tellement qui en a, on sait très peu de choses sur le déroulé même du tournage. Et ça va de même pour les photos de tournage. Hein. Il y a un gros trou sur les New Avengers. Oui, bon, pour les photos, moi j'ai une vague idée de où on peut retrouver toutes les photos publicitaires du début, parce qu'elles étaient faites justement par ce grand photographe Terry O'Neill. C'est vrai qu'après, les photos de plateau, comme on en a des tonnes pour les saisons précédentes, ici, on connaît que les photos qui ont servi pour la presse. C'est comme s'il y avait eu un désintérêt pour la série tout de suite, en fait. Voilà, il faut dire les choses très clairement, ça n'a pas été un succès, les New Avengers. Bah justement, est-ce que c'est pas le moment de parler des audiences et de parler de la diffusion? La première diffusion sur ITV le 19 octobre 1976. Sur quelle chaîne? On sait plus trop. Hein. Eric, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ITV a saboté en fait la diffusion des New Avengers? C'est un système qui n'existe pas en France, donc c'est difficile à expliquer. C'est un réseau ITV de diffusion. Donc ils ont la région Londres, par exemple, Londres et la banlieue. Hein. Enfin, tu vois, on va considérer la date que l'on connaît, c'est la date Londres, effectivement. Sauf que si t'as pas tout le pays qui voit le repère de l'aigle en même temps avec toute la publicité, parce qu'il y avait une très belle publicité dans la presse, tant en Angleterre qu'en France. Hein. Si l'épisode est diffusé un samedi soir ici, un dimanche soir là-bas, un lundi soir, tu fous tout en l'air en fait et c'est ce que ITV a fait. Bon, il y a plusieurs explications. À l'époque, ils n'avaient plus la puissance qu'ils avaient avant et ils n'ont pas réussi à s'installer exactement sur les créneaux de diffusion qu'ils voulaient. Enfin bon, c'est un truc qui a vraiment empoisonné l'existence de Clément et Fennel. Pourtant, il y a eu des bonnes critiques, il y en a même eu des très bonnes, et essayer d'aller lécher les Américains, parce que le problème, c'est qu'ils n'avaient toujours pas réussi à vendre le produit aux Américains. Et les Américains ne vont pas l'acheter avant 1978. Donc ça, c'est la catastrophe, en fait, hein, ambulante, parce que même si la série est vendue, la première saison, elle va se vendre dans 70 pays, quand même, c'est pas rien. Mais la réception est pas terrible, en fait, il y a une déception. Et je pense qu'en France, c'est encore pire. Alors en France, encore pire, parce qu'il y a un climat de rediffusion des anciennes saisons qui fait que la comparaison va être terrible. Elle est immédiate. Il faut préciser effectivement qu'en Angleterre, les Anglais n'ont pas revu les Avengers, ni Steed, ni Emma, ni Tara depuis 1969. Donc c'est un souvenir qui est de moins en moins frais quand ils voient débarquer les nouveaux. Donc peut-être que c'était plus facile à les accepter d'ailleurs dans ces conditions. Nous, on n'arrêtait pas de se taper des rediffusions, on en était bien contents d'ailleurs. Quand ils sont arrivés, les New Avengers, il y avait vraiment ce décalage avec les Avengers que nous, on connaissait en fait. Voilà. Et je sais que le public adulte, moi c'est mes souvenirs d'enfant, hein, j'avais 14 ans, était assez dubitatif sur ce comeback et sur les premiers épisodes qu'ils ont vus. Et je pense que la chaîne n'était pas très contente de l'audience. Pourtant, tout avait été fait là aussi. Hein. La publicité, le lancement des Avengers, New Avengers en France, c'était très beau. La presse en était bourrée. Il y avait eu des couvertures de magazines, notamment le Figaro Télé avait mis Joan Allen très sexy en une. Les épisodes étaient d'abord
c'était pour Noël, il y avait 2 épisodes la semaine de Noël, le mardi et le jeudi, puis la semaine du 31, pareil, mardi, jeudi, et ensuite, ils ont recommencé en janvier, tous les samedis soirs, je pense que c'était en deuxième partie de soirée. Tu n'as pas eu l'ordre de production hein, en France, hein. Tu commences par le dernier des cybernautes, hein, il me Oui, semble. là, oui. En France, on n'a pas suivi l'ordre. On a commencé avec la volonté de lancer des cybernautes, probablement parce qu'on dit, ben, ça, on les connaît, et puis on parle d'Emma Peel dedans. Donc, Et puis les cybernautes avaient ouvert la série de rediffusion sur la première chaîne en tout à fait. 73, il me semble. Hein. Ouais, donc c'est ça. En 73, on a eu la première diffusion des cybernautes et la première diffusion du retour des cybernautes. Oui. Et après, bon, ben, l'ordre se récupère, hein, bon an, mal an, c'est simplement que le repère de l'aigle se retrouve en 5e position, je crois, au lieu d'être en premier. En fait. Et toi, comment t'avais trouvé les New Avengers à l'époque quand tu les découvres sur TF1? Qui à l'époque n'est pas TF1, qui est la une. Bah, j'ai 14 ans, je suis dingue. Je me suis dit, il y avait beaucoup d'articles dans la presse pour annoncer les choix des acteurs. C'était très excitant sur TF1. Alors quand la série est arrivée, il y avait des bandes annonces. Une bonne semaine avant que ça commence, c'était le générique plus ou moins en bande annonce. Ça, il faudrait que Lina nous le retrouve. Il devait y avoir une voix, hein, un voice-over pour annoncer. Ça s'est pas bien passé la première diffusion des New Avengers en France. TF1, ils n'étaient pas contents. Et ils ont voulu faire un point avec les Anglais sur le fait qu'ils trouvaient que Purdy n'était pas assez sexy et que du coup ils ont décidé qu'il fallait tourner des épisodes en France. Enfin, ça commençait à mal se passer, mais TF1 ils n'ont pas diffusé la saison 2 avant 79. Ils s'en sont désintéressés complètement. Bah et du coup peut-être que moi je peux parler de mon rapport aux New Avengers, puisque effectivement moi cette mauvaise réputation côté série en dessous, etc. C'est le premier son de cloche que j'ai autour de la série. Très vite Arte sur laquelle j'ai découvert la série va diffuser également les New Avengers. Il faut dire que je découvre en même moment Mission Impossible et j'avais vu 1 ou 2 épisodes de Mission Impossible 20 ans après. J'avais été abasourdi par le gap de qualité entre la série originale et son charme et le côté Mission Impossible dans les années 80. Et je voyais un peu les New Avengers comme ça, comme une sorte de spin-off un peu ringos, un peu anachronique. Et d'autant plus que j'ai pas été encouragé par ça parce que les premières fois où j'ai zappé sur Arte sur les New Avengers, je crois me souvenir que c'était Le Piège ou les épisodes tournés au Canada. Donc ça commençait très très mal, effectivement. Et en fait, c'est ma mère qui était adolescente quand les New Avengers a été lancé, puis elle a été bercée par les drôles de dames, par Purdy, enfin c'était vraiment des modèles féminins assez forts pour elle, qui m'a dit mais si, il faut que tu regardes quand même les New Avengers. Et là je les ai repris dans l'ordre, et je crois que là on va tomber d'accord tous les deux, c'est que le lancement et la première saison des New Avengers, c'est quasiment un sans faute en fait. C'est vraiment une série d'une très très grande qualité. Comme tu dis, sur en plus le peu de temps de préparation qu'ils ont eu, c'était impeccable. C'est drôlement bien écrit, drôlement bien filmé. Oui. Et c'est pour ça aussi qu'on a fait cet épisode pour nous. C'est une série qui ne démérite pas par rapport à son aîné et qui mériterait totalement d'être découverte avec un œil un peu plus sérieux. Il faut comprendre que tout ça n'est pas dû à rien, c'est qu'ils ont un très beau budget. Attention, l'argent français, ben oui, ils ont réussi à faire un budget d'environ 125 000 livres par épisode. C'est plus que ce que les Américains mettaient dans leur série, il faut le dire tout de suite. Alors, c'est peut-être moins bien que les anciens, mais en tout cas, c'est mieux que n'importe quelle autre série des années 70. Parce que les années 70, c'est quand même assez catastrophique. Il doit y avoir quelques bonnes séries policières, ne serait-ce que Columbo, par exemple. Les concepts de type Drôle de Dame, Starsky et Hutch, et j'en passe, qu'il y en a eu beaucoup, qui font rentrer dans les années 80, deviennent de plus en plus débilitants, quoi. À côté de ça, les New Avengers se présentent comme une série extrêmement mature. Moi, je trouve que Brian Clement, au niveau de l'écriture pure, c'est-à-dire des dialogues et tout, est à son best avec les New Avengers. Oui. On a d'excellents dialogues, mais vraiment très très bons. Il était mûr en fait pour ça, il s'y attendait pas, mais ça lui est tombé dessus. Oui, puis les mœurs sont un peu plus libérées aussi, donc il est un peu plus osé dans les blagues. Le public de la série a grandi aussi, donc c'est un peu plus libéré aussi sur le ton et les mœurs des New Avengers. Gambit! Oh, bonjour Purdy. Mais qu'est-ce que vous regardez là? Je ne regarde rien. Oh, plus maintenant, mais avant, votre attitude était positivement celle d'un voyeur. Oh non, mes courbatures, les séquelles de notre rencontre avec le cybernaute. Et vous voulez que je vous masse, c'est ça? Non, merci, pas du tout. J'ai toutes les masseuses que je veux. Merci beaucoup. Je parie qu'aucune n'est aussi agréable que moi. Une peut-être.
Une seulement. On n'a pas parlé de Mike Gambit. C'est un peu la dernière roue du carrosse, Mike Gambit, mais je trouve aussi que c'est un point positif des New Avengers. Garrett Hunt arrive à lui donner beaucoup de corps. Et cette idée, c'est un peu ce qu'était Steed au début de la série, ce côté faux gentleman, un peu roublard. Il met un costard, Gambit, mais il vient quand même de l'éducation populaire. C'est celui qui cognait à la récré, quoi. Donc c'est dû à la dimension acteur classique de Garrett Hunt. Je suis d'accord avec toi sur le fait que Gareth Hunt nous renvoie au début de la série, que ce soit à Steed ou à d'autres personnages plus réalistes. Ils ont beaucoup hésité entre le fait qu'ils soient en blue jean et basket ou en costume. Et moi, j'aime beaucoup Gareth Hunt et le personnage de Mike Gambit. Moi, ne me dérange pas du tout dans les New Avengers. Je me suis souvent laissé penser que ça aurait pu être amusant qu'il y ait plusieurs Mike Gambit, c'est-à-dire qu'il y ait plusieurs agents, des Stannard, des machins. On entendait beaucoup Gambit, il sert à rien, pourquoi, etc. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve qu'il met une bonne ambiance parce que on pouvait plus avoir l'ambiguïté avec Patrick McNee à 57 ans. Hein. La réussite de Gambit aussi, c'est malgré tout, il s'en sort bien avec ce jeu à 3 mains, cette écriture à 3 personnages, parce que on peut dire que Gambit, il est pas très utile, etc. C'est vrai que des fois, dans certains scénarios, on sent qu'ils ont un peu de mal à faire fonctionner les 3 membres du trio ensemble. Mais en réalité, c'est très dur à écrire un scénario avec 3 personnages. Un duo, c'est très simple. On peut les envoyer en montage parallèle. Quand il y a 3 personnages à suivre en même temps, c'est déjà plus compliqué. Donc, je trouve que la mutation vers un dialogue à 3 mains, un ping-pong, est parfaitement géré dans les dialogues et dans les scènes. Ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est qu'il a pris un peu d'action à Purday, en fait. C'est qu'il a un peu dévoré de terrain sur les possibilités d'action de Purday. Purday. Nous le voulions vivant. Choix difficile, lui ou vous. Ça, c'est peut-être un des points faibles, la fin des grosses bagarres qu'on avait dans les saisons 4, 5, 6. Maintenant, l'action est beaucoup plus réduite, beaucoup plus millimétrée. En dehors des poursuites de voitures, j'entends. Il n'y a plus ce gros combat filmé en plan large avec des accessoires. Là encore, série américaine. C'était les nouvelles formules. Faut remarquer que les drôles de dames et même Starsky Hutch, ils se battent pas beaucoup. Ils sont tout le temps en train de se poursuivre. Il y a beaucoup de courses-poursuites. C'est vrai que du coup, les grandes bagarres à la chapeau melon, ben, on en a plus tellement. Mais c'est vrai que du coup, il y a toute cette dimension des poursuites en voiture. Alors, on avait des très belles poursuites en voiture dans la série originale, mais là, ça va quand même un cran au-dessus. On a les caméras qui sont fixées au pare-choc, aux portières, ce qu'on n'avait pas du tout avant. Avant, il y en avait quand même beaucoup de rétroprojection. Ils gagnent quand même vachement en dynamisme, en action. Les poursuites de voitures des New Avengers, elles se foutent pas de votre gueule. Elles sont quand même très très qualitatives. Ils auraient pu se noyer dans ce principe de l'action à l'américaine. Et c'est pas le cas, parce qu'on rebondit toujours sur quelque chose de plus sophistiqué. Alors, Eric, donc nous, comme on défend cette série, les New Avengers, est-ce qu'on aurait un épisode à conseiller pour ceux qui la connaissent pas ou qui veulent la redécouvrir? J'aurais tendance à penser au premier épisode, Le repère de l'aigle, ou Cible, peut-être, je pense qu'il peut plaire au plus grand nombre, ou carrément le baiser de Midas, peut-être que ce serait trop un choc, j'en sais rien. Moi je pensais que tu allais le dire, je pense que le château de cartes est un bon début pour se lancer à la oui, j'aurais pu le dire, parce que c'est mon préféré de cette saison. Ouais. Moi, j'aurais beaucoup aimé que la série reste dans cette direction d'espionnage classique, de guerre froide, en fait, voilà, de l'ambiance de la guerre froide. Oui, on fera un podcast spécial saison 2, la désillusion de la saison 2. Ce qu'on peut dire en 2 mots, c'est que la saison 2 a eu une baisse de qualité qui est indéniable, qui est à l'origine de la mauvaise réputation des New Avengers. On va passer au quiz de Joris, qui va nous poser des questions, du coup, sur cette nouvelle série, les New Avengers. Allons-y pour le quiz de Joris. Et maintenant, le quiz de Joris. C'est avec une petite absence, pardonnez-moi messieurs, mais la réponse au quiz de la dernière fois sur Diana Rigg. Félicitations à Christophe Bassou et Laurent Chanu pour vos excellentes réponses. Christophe Bassou qui a immédiatement deviné, bravo. Et Laurent Chanu qui m'a impressionné avec tout le détail supplémentaire qui précise bien en effet que la mère de Diana Rigg répondait que ce dont les jeunes messieurs trop enthousiastes, l'idée de voir Diana, n'avait qu'à faire le tour du pâté de maison. Exactement. Très, très bien. Je suis scotché. Tous les deux, excellent travail.
Alors Joris, est-ce que tu as des questions pour les New Avengers aujourd'hui? Est-ce que tu as un quiz spécial Pearl Gambit? Bien sûr. Alors, première question pour toi, Eric. Oui. À l'origine du retour de John Steed, et cette fois-ci accompagné de notre cher Purdy Gambit, qui est à l'origine, il peut y avoir plusieurs personnes, du retour de nos héros favoris? C'est un monsieur français qui était dans la publicité, qui avait une campagne de publicité à faire sur le champagne Laurent Perrier, Oui. et qu'il a tout de suite pensé à Patrick et Linda, parce qu'il adorait Chapeau melon, tout simplement, comme tous les Français à l'époque. Donc on peut dire que c'est grâce à Patrick, Linda et ce monsieur Rodolphe Roffy. Voilà, absolument. Excellent. C'est très beau puisque tel les New Avengers, nous aussi avec Antoine et toi, Eric, on a un trio. Donc tu tends la perche involontairement tel Monty Bristow à Antoine. Donc Antoine, c'est une question. Est-ce que tu saurais me dire qu'est-ce qui est arrivé à Rudolph Roffy? Je suis bien content qu'elle tombe sur toi, celle-là. Je dirais déjà des soucis financiers. Il est parti avec la caisse, non? C'est pas ça le... Puisque j'avais été aux 50 ans de la série et en fait, on en a appris. Apparemment, ce monsieur Rudolph Roffy, ce n'était pas réellement son véritable nom et c'était en fait Conman, un escroc. Et dès qu'il a donné en tout cas une partie de l'argent pour faire la série, du jour au lendemain, il s'est volatilisé. Et Brian Clements n'a plus jamais vu, entendu, n'a plus jamais eu de trace. Alors, je pense que ça, c'est vraiment une réponse à la Brian Clement. Il y a du vrai, mais c'est pas totalement exact, je pense, hein. La série a bien été financée par ce monsieur en première saison. Alors après, en seconde saison, les ennuis ont commencé. Ce qu'il est devenu après, moi, j'en ai aucune idée. Mais c'est intéressant, on devrait faire des recherches. Donc j'ai une question maintenant pour nos chers auditeurs. Purdy aussi, Joanna Lumley, aurait pu être connue auparavant, bien avant The New Avengers. Une autre série britannique, elle aurait pu être une star et son rêve était absolument d'y rester. Est-ce que vous sauriez nous dire, chers auditeurs, dans quelle série et les circonstances exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle n'a pas pu faire cette série puisqu'elle s'est retrouvée après dans Chapeau melon et bottes de cuir, mais elle aurait pu être très célèbre en faisant un autre programme. Bah écoute, elles étaient bien ces questions. Alors merci Joris pour ce quiz. Maintenant on va passer à une série de recommandations et je pense qu'elles sont toutes trouvées. Eric, qu'est-ce que tu nous recommandes pour accompagner cet épisode sur les New Avengers? Bah écoutez, on n'a vraiment pas fait exprès, mais vous êtes sans doute au courant depuis parce qu'on vous en parle sur la page Facebook. Mais les New Avengers viennent de faire leur entrée sur Madeleine depuis quelques semaines. Madeleine, la plateforme de l'INA. Alors moi, je dis tout de suite, je suis très Madeleine et je suis très INA, j'adore. Évidemment, on était très excités, mais c'est une très grosse déception aussi parce que les épisodes n'ont pas été remasterisés. On ne va pas rentrer dans le détail, c'est beaucoup trop compliqué, mais il y a des vrais problèmes d'ayants droit, parce que sur les TNA, il semble qu'il y ait plusieurs ayants droit. L'INA est d'ailleurs concernée, TF1 aussi, et surtout, bien sûr, Studio Canal. On attend, depuis que les négatifs ont été retrouvés, mais ça fait déjà un certain temps, une remasterisation complète de la série qui permettrait de la redécouvrir vraiment comme elle était. Mais bon, pour l'instant, vous pouvez le trouver dans une version qu'on va qualifier de propre, je vais dire, voilà. J'ai pas la certitude de ce que j'avance, mais il me semble que lorsque Arte a rediffusé les New Avengers, ils ont refait avec l'INA des copies à partir des copies françaises qu'ils avaient en archivage à l'INA. Oui. Donc c'est pas des copies de très bonne qualité puisque c'est des copies de copies, des copies dites d'exploitation et non les négatifs originaux. Ce qui est typique de ce type de copie, c'est les noirs qui sont les ombres bouchées. Ouais, les couleurs sont délavées, le contraste est raté, et en fait on perd tout le travail de la direction artistique. On n'a pas parlé de Sid Kane et des décors de Sid Kane qui était le décorateur de James Bond, qui donc va faire des décors remarquables pour les New Avengers. Et en fait, ils sont quasiment tous illisibles, comme la série va beaucoup plus utiliser le noir d'environnements sombres, etc. C'était assez subtil au niveau de l'étalonnage et du travail de la photographie, mais la qualité des copies aplatit tout ça et donne l'impression d'une image vraiment peu travaillée, alors que ce n'est pas le cas, puisqu'effectivement, on avait eu un petit aperçu de ce que la restauration aurait pu donner au moment où ils ont retrouvé les négatifs originaux, puisque Network avait ressorti
les 3 volets des Cybernautes en version remasterisée. Et donc, si vous prenez ce coffret Blu-ray qui existe encore, hein, que je vous recommande vivement, bah, vous verrez le dernier des Cybernautes dans une copie à partir du négatif original, et c'est le jour et la nuit, littéralement. Il y a tout un travail de direction artistique, de la couleur, de la lumière, qui est juste invisible sur nos copies actuelles. Et on découvre à ce moment-là que les New Avengers, non, c'est pas délavé et terreux, il y a une vraie dimension colorée, un vrai travail de la lumière qui est très très chouette. Absolument. On redécouvre dans ce dernier des Cybernautes fait par Network les couleurs de l'appartement de Gambit, les tenues, les costumes, les détails des costumes, parce que Joanna Lumley, qui dans les premiers épisodes est habillée par Catherine Buckley, qui est une grande couturière anglaise, une jeune designeuse à l'époque, mais les vêtements qu'elle porte, on se rend pas compte, ils sont très sophistiqués. On peut rêver qu'un jour, quand même, ils vont se décider à le faire, à se mettre d'accord sur les droits et à faire cette restauration qui s'impose. Les Anglais le disent aussi, on le dit tous, mais bon, en attendant, ne boudons pas notre plaisir d'avoir tous les New Avengers sur Madeleine, ça c'est bien sympa. On remercie Madeleine, c'est chouette d'avoir enfin la série entière, puisque du coup, tout depuis la saison 1, du moins les épisodes qui ont survécu, pour une poignée de dollars, j'ai envie de dire, puisque l'abonnement de Madeleine commence. C'est pas du tout un partenariat, hein, mais Non, on n'a aucun partenariat, mais c'est 2,99 € par mois. Beaucoup de gens demandent, mais quand est-ce qu'on va revoir les New Avengers? Je veux dire, pour 2,99 € par mois, vous pouvez vous les refaire tout de suite. Voilà. L'INA a une volonté de diffusion. Ils prennent de très gros risques dans les droits de séries étrangères, comme Chapeau melon aura été la première, mais ils ont acheté Ma sorcière bien-aimée, Starsky et Hutch. Prenez le plaisir de redécouvrir des programmes comme Arsène Lupin, comme Les Brigades du Tigre et tout, mais ils prennent des risques, mais je trouve ça très bien et c'est en train de devenir une très chouette plateforme, effectivement. Quand on parle de la remasterisation des New Avengers, on en a un petit peu parlé aussi sur les questions de documentation. On aimerait aussi que ces nouvelles remasterisations amènent leur lot de bonus, parce que faut savoir que c'est un peu la cata, hein, les bonus, puisque les Anglais ont sorti leurs bonus de leur côté, à savoir des commentaires audio de Brian Clemens et Gareth Hunt, qu'on n'a pas eu en France. Nous, on a sorti ce qu'on avait dans les archives de l'INA sur nos DVD. Donc on a des JT, on a le générique anglais, on a quelques extraits des screen tests, mais on imagine qu'il y a sûrement bien plus à découvrir sur cette période, qu'il y a sûrement des morceaux vidéo, ne serait-ce que les screen tests. Je pense qu'on en a beaucoup plus que ce qu'on a dévoilé jusqu'à présent sur les DVD. Donc en fait c'est ça aussi qu'on attend de pied ferme avec le reste de la communauté de Chapeau melon. Et malheureusement, moi je vois les nombreuses disparitions qu'on a eues ces derniers mois, ces dernières années. Ray Austin, Laurie Johnson, il y a beaucoup de noms qui nous auraient apporté des éclairages intéressants sur cette série qui disparaissent et malheureusement on joue quand même contre la montre sur ces questions-là. Ça c'est sûr, oui. Et ça c'est assez dommage, du coup le fait que ça traîne nous coupe de nombreux témoins sur la création de cette série. Mais je pense qu'il y a des jolies choses dans les archives de l'INA, les fameuses bandes annonces de TF1 pour le lancement des TNA. Il y a eu forcément des choses que j'ai pas forcément vues moi à l'époque sur le passage des New Avengers à Paris pour le lancement en France, où ils sont venus tous les trois. Il y a eu beaucoup de photos, mais il y a sûrement eu des JT. Si on se met à chercher, il y a pas mal de choses qui doivent traîner en France côté TNA, en fait. Voilà. Et d'ailleurs, peut-être qu'on peut passer un petit appel, on ne sait jamais si ça donne quelque chose. Si vous avez des idées sur des endroits où on pourrait retrouver des choses en France en particulier, ou alors si vous travaillez à l'INA, si vous avez des portes que vous pourriez nous ouvrir, nous on serait ravis de venir vous aider à faire ce travail. Toute documentation concernant IDTV, TV Production est bienvenue, vraiment. On est prêt à mettre les mains dans le cambouis pour vous aider, donc surtout n'hésitez pas. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Je pense qu'on a bien défendu dans un temps record les New Avengers. On le reprécise, c'était vraiment une émission aujourd'hui sur le lancement des New Avengers. On n'avait pas l'intention du tout de parler de toute la saison ni de la saison 2. Voilà, on reviendra bien sûr sous d'autres formes sur les New Avengers, évidemment. Même très prochainement, parce que il y a un ASD qui va arriver. Alors peut-être pas tout de suite parce que on va alterner les épisodes de la saga Cybernautes avec d'autres épisodes, mais bien entendu le dernier des Cybernautes aura le droit également à son ASD, puisqu'il y a plein de choses intéressantes à dire sur le sujet. Et donc voilà, on voulait faire un petit peu le contexte avant de s'attaquer au dernier des Cybernautes. Voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez des New Avengers, quels sont vos épisodes préférés,
Est-ce que pour vous c'est une Madeleine de Proust ou plutôt une série teintée de regrets? On aimerait beaucoup avoir vos avis sur la question. Puis nous on vous souhaite le meilleur jusqu'à la diffusion du prochain épisode. Prenez soin de vous et suivez-nous sur Facebook, sur YouTube, sur Spotify. Et n'hésitez pas à nous poser vos questions sur la série. Et quant à moi, je n'ai qu'à te saluer Eric et à te dire à très bientôt. Et à très bientôt Antoine. Eh bien, au revoir Monsieur Steed.